Bonjour à tous. Bon, j'ai que 5 minutes, alors je vais essayer d'aller vite hein, quand même. Minutes en tout et Non, mais il y a des questions et tout, il faut prendre le temps. Donc, je suis doctorant en deuxième année à l'UPF, au laboratoire GEPA Sud, et ma thèse s'intitule L'impact du changement climatique sur les énergies renouvelables à Tahiti, et je vous passe le sous-titre de 3 lignes. Aujourd'hui, on va aborder rapidement le contexte et les enjeux. On va parler de la modélisation du climat, comment on fait, matériel et méthodes que j'utilise. Enfin, l'évaluation des performances et bien sûr les impacts du changement climatique, ce que vous attendez tous, je suppose. En termes de contexte, donc, en Polynésie française, on a un climat humide tropical, ce qui veut dire pluviométrie et ensoleillement abondant. Le climat est régulé par des phénomènes de grande échelle, donc principalement El Niño, la Niña que vous connaissez tous, et peut-être un petit peu moins la zone de convergence du Pacifique Sud, SPCZ en anglais. Et à petites échelles, ce qui va nous intéresser aussi, c'est notamment les reliefs, par exemple comme sur une île volcanique comme Tahiti, qui va créer des phénomènes de convection, donc de la création de nuages et potentiellement de précipitations. Et sur le plan énergétique, il faut savoir que la Polynésie française est dépendante à 94% d'énergie fossile. Et sur cette quantité d'énergie fossile, il y a une grosse proportion qui sert notamment à fabriquer de l'électricité, environ 40%. En termes d'énergie, il faut savoir que les objectifs du pays à horizon 2030, avec le plan climat notamment, c'est d'avoir un mix électrique d'origine 75% renouvelable. Et cette énergie renouvelable, elle est en grande partie dépendante des conditions météorologiques, notamment vis-à-vis des précipitations pour le remplissage des bassins des stations hydroélectriques, et aussi le soleil pour le photovoltaïque. Donc la question qui se pose, c'est comment peut-on anticiper les impacts du changement climatique sur les gisements d'énergie renouvelable? Alors, premièrement, modéliser le climat, c'est ce qui nous intéresse en premier lieu. De quoi a-t-on besoin? D'un modèle, évidemment. Donc, un modèle, c'est une description mathématique des phénomènes physiques qui régissent le climat. Des données météorologiques qui servent à initialiser le modèle pour son lancement. Donc, c'est une espèce de photographie en 3 dimensions des conditions météorologiques. Et de données météorologiques pour faire le forçage, c'est-à-dire donner les informations au modèle des phénomènes à grandes échelles pour le nourrir, entre guillemets, au fur et à mesure du temps. Et accessoirement, il faut un très bon ordinateur parce que ça demande beaucoup de calculs. Donc, voilà, petite image un petit peu pour illustrer comment fonctionne un modèle, pour décrire un petit peu, très brièvement. Donc, en gros, un modèle atmosphérique, on va découper l'atmosphère en cellules, en petits rectangles de volume. Et un modèle comporte, on va dire, 2 moteurs principaux pour le faire tourner. Le premier, c'est le moteur dynamique, qui va gérer un petit peu tous les déplacements des grandes échelles jusqu'à l'échelle de la maille à peu près. Pour un modèle de climat global, la maille fait à peu près 100 km de côté. Et à l'intérieur de la maille, pour les phénomènes qu'on dit non résolus, par exemple comme la fabrication des nuages, le transfert radiatif, tout ce qui se passe au niveau de la surface, on a des moteurs physiques. Le problème, c'est que avec une échelle de 100 km, Tahiti n'existe pas, j'y reviendrai juste après. C'est pour ça que mon travail se base sur les précédents travaux de Cyril Luteil, qui a soutenu sa thèse en 2018 et qui a travaillé sur le Pacifique Sud en faisant une modélisation à 21 km de résolution. Et ce qui nous intéresse particulièrement dans les travaux de Cyril Luteil, c'est qu'il a utilisé une correction de la température de la mer. Et c'est ce qu'on voit la différence sur les 2 panneaux du haut, panneaux A et B, où on voit que la langue chaude sur le panneau de gauche se propage beaucoup plus loin que sur le panneau de droite, et que la langue froide, à l'inverse, au sud, est un petit peu trop à l'est. Et ça a un impact direct sur la SPCZ dont j'ai parlé juste avant, la zone de convergence du Pacifique Sud, qui va avoir une influence directe sur la convection, la création de nuages et aussi les précipitations. Et par exemple, si on voit dans le petit carré blanc qui correspond grosso modo à la zone de Tahiti, la pluviométrie va énormément varier en fonction de la position de la SPCZ. C'est pour ça que les travaux de Cyril sont très importants pour nous, la correction qu'il a faite, parce que ça influe directement sur la pluviométrie qu'on va percevoir à travers le modèle. Et donc, ce que je vais faire à partir de ces données, c'est ce qu'on appelle une descente d'échelle dynamique, c'est-à-dire que je vais venir forcer mon propre modèle à partir des données de Cyril, donc le domaine des 0,1 à 21 km,
en 2 étapes successives. La première, j'ai augmenté par 3 la résolution, donc passé de 21 km à 7 km, et une deuxième fois, vraiment sur un domaine très centré sur Tahiti et Moorea, je vais augmenter la résolution jusqu'à 2,3 km. Et donc, cette augmentation successive de la résolution, elle va permettre une représentation plus fine des phénomènes physiques de l'atmosphère. Et pour vous illustrer un petit peu à quoi ça correspond, là, on a 4 résolutions différentes. Donc, une résolution de modèle global type modèle de climat utilisé par le GIEC à environ 100 km. Et le travail de Cyril, qui est passé de 105 km à 21 km. Donc, on voit que Tahiti commence tout doucement à apparaître en termes de relief. Quand on passe à 7 km, on approche les 750 mètres d'altitude sur le point culminant. Et on commence vraiment à avoir une bonne représentation du relief de l'île, vraiment quand on descend à des résolutions plus élevées de l'ordre de 2 km. Et ça, c'est le genre de données qu'on peut obtenir après avoir fait tourner son run pendant quelques semaines, parce que comme je vous dis, ça prend beaucoup de temps. Et donc, grosso modo, le modèle me permet d'obtenir des données météorologiques sur tout le domaine de Tahiti et sur 65 niveaux verticaux à une résolution horaire. Et l'objectif, c'est de faire des simulations de 30 ans pour pouvoir effectuer des climatologies par la suite. Une fois que j'aurai mes climatologies sur la période historique et sur la période future, je serai en mesure d'estimer un petit peu comment va évoluer en fonction du changement climatique les gisements en énergie renouvelable, notamment par le biais de la variation de l'ensoleillement, de la pluviométrie, mais aussi des aspects dynamiques pour regarder comment les bassins peuvent se remplir ou est-ce que la proportion de nuages qui va passer au-dessus de l'île vont vraiment influer le rendement des stations photovoltaïques. Et avec ces données, il y a d'autres perspectives que la simple production d'énergie renouvelable. On peut aussi utiliser ces données-là pour faire des évaluations d'augmentation de fréquence ou d'intensité des événements extrêmes. Regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des écosystèmes, notamment terrestres en ce qui me concerne, parce que mon travail se focalise sur l'atmosphère. Mais on sait aussi que le changement climatique peut avoir des impacts directs sur la santé, notamment en favorisant les vecteurs tels que les moustiques pour la dengue, etc. Et ça a aussi des impacts sur l'agriculture. Donc l'objectif, c'est que ces données ne servent pas que à mon simple travail sur les énergies renouvelables, mais puissent être diffusées et utilisées pour d'autres études d'impact. Voilà, je pense que j'ai tenu en 5 minutes. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, j'ai des slides bonus, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ta présentation. Juste une question, comment est-ce que tu nourris et valides ton modèle? Est-ce que tu as des données de terrain à cette échelle de 2 km ou des données satellites qui te permettent de le valider? Super, très bonne question. J'ai bien fait d'avoir des slides. Donc, comment je valide le modèle? Exactement. Il y a plusieurs solutions. On a ce qu'on appelle les produits grillés qui sont des réanalyses, notamment le produit RA5. Donc là, c'est vraiment un espèce de modèle de climat à échelle globale, mais plutôt que de prévoir le futur, il regarde ce qui s'est passé dans le passé. Il y a aussi les données de stations in situ, des stations de Météo France, bien sûr. Pour certaines données, il y a les données satellites. Dans mon cas, là, je n'utilise pas, mais par exemple, RA5, c'est un espèce de combo entre un modèle de climat, des mesures de stations in situ, des données de satellites, etc. Donc en gros, ça regroupe un peu tout. C'est pour ça que ça reste quand même un produit en termes de résolution qui est assez élevé, qui a une maille d'environ 25 km, bon, qui est 10 fois plus grand que la maille avec laquelle je travaille, mais ça reste un produit de référence pour évaluer les performances du modèle. Et bien sûr, en dernier recours, mais surtout le plus important, ça reste quand même la validation avec les observations in situ. Le problème que j'ai en ce qui me concerne, c'est que je travaille principalement sur Tahiti et Moorea. Bon, alors c'est sans doute les zones en Polynésie les mieux fournies en termes de stations de mesure. Cependant, il n'y en a quand même pas beaucoup. Par exemple, pour évaluer mes cycles de précipitation, à l'heure actuelle, j'ai 8 stations et la meilleure station que j'ai une vingtaine d'années de recul, mais la plupart, c'est 5 ou 6 ans, quoi. Au pas horaire, j'entends. Au pas journalier, c'est un peu mieux. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation claire et rapide. Je voulais juste te demander, tout à l'heure, tu disais que tu utilisais les données anciennes. Mais en fait, c'est pour justement caler ton modèle pour ensuite faire les prédictions ou bien pas du tout? Si, c'est un peu ça. En fait, non, un modèle global, il a juste besoin d'une... Non, je vais revenir sur celle-là. Voilà. Il a juste besoin d'une initialisation parce qu'il va avoir besoin du temps t égale 0 et ensuite il va tourner sur tout le globe.
Moi, comme je tourne que sur une zone vraiment bien définie, j'ai besoin de savoir ce qui se passe à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Et en fait, c'est avec ça que je viens nourrir mon modèle à l'intérieur. Pause café. Allez. Voilà. Alors, oui. Merci beaucoup d'abord. Oui, vous pouvez applaudir Paul. Déjà, merci.